d'accueillir pour notre dernière table ronde qu'on a un petit peu peut-être schématiquement intitulée Accélération digitale et stratégie client. Donc, comme le disait Cédric, on termine par la pierre angulaire, hein, les clients, les clients, les clients. Les 3 facteurs succès finalement du négoce. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Chapuzot, DG Marketing Vente e-commerce pour Raja, Olivier Bonjour. Stianelli, CMO CCO pour Sonepar, et Bonjour. Marc Tellière, Executive VP Customer Success B2B pour Miracle. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, et en commençant peut-être par Nathalie, est-ce que vous pouvez dire 2 mots de vous, de votre parcours, de votre entreprise, l'actualité de l'entreprise, en 2 minutes? Donc, pas 2 mots, 2 minutes. 2 minutes. Ouais. Donc Raja est en fait le leader de la distribution d'emballage et de fournitures et d'équipements pour les entreprises. Alors je dis leader parce qu'effectivement en 3 années de temps, on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires grâce à 2 grosses acquisitions. Notre métier de base et notre origine vient du carton, en fait, puisqu'on s'appelait les cartons Raja il y a 70 ans. Et Raja, pour la petite histoire, ceux qui ne le savent pas, en fait, sont quasiment les acronymes de Rachel et Janine, les 2 femmes fondatrices de l'entreprise. Et aujourd'hui, Danielle Marcovici est la fille de Rachel et est toujours à la tête de l'entreprise. Donc, c'est une histoire qui, effectivement, a démarré dans le carton. Mais aujourd'hui, c'est bien plus encore, comme on le dit, avec une présence sur différents marchés, donc l'emballage, la fourniture de bureau, l'équipement industriel, tout ce qui va concerner les produits d'entretien hygiène. Et puis, c'est une présence dans 20 pays en Europe, avec 26 sociétés et 4500 collaborateurs qui constituent le groupe. Et je suis arrivée toute petite dans l'entreprise, que ça fait une 30aine d'années, après avoir occupé donc, des parcours d'abord purement marketing et Raja étant issu de la vente par catalogue, on est arrivé assez naturellement dans le digital. En 2000, hein, notre premier site internet est sorti. Et donc aujourd'hui, je suis en charge de ce qui concerne le marketing, le digital et ce qu'on appelle la tech, ou autrement dit l'IT pour le groupe. Merci. Alors, Olivier. Alors, je vais vous parler de Sonepar. Donc, Sonepar a quelques points communs avec Raja. On est plus jeune que Raja parce qu'on a fêté notre cinquantenaire. Le groupe Sonepar a fêté son cinquantenaire il y a 3 ans, on a 53 ans. Un point commun, c'est que nous sommes un groupe exclusivement familial. Alors, je ne sais pas si c'est exclusivement... Si, c'est exact. Voilà. Indépendant, familial et français. C'est ça, tout pareil. Une aventure fantastique, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais qui a démarré donc, à la fin des années 60 avec une succession d'acquisitions, d'abord en France, puis en Europe, puis un petit peu partout dans le monde. Nous intervenons donc, comme vous le savez certainement, sur le métier de la distribution de matériel électrique. Donc tout ce qui est électrique autour de nous, autour de vous ici, concerne Sonepar. On est aujourd'hui, alors on n'est pas dans tous les pays du monde, mais nous sommes positionnés, plutôt bien positionnés dans tous les pays développés ou en fort développement. On pense qu'on a la place de numéro 1 mondial sur ce secteur. On a dépassé les 26 milliards de chiffre d'affaires en 2021 et on va passer à la dizaine supérieure dès cette année. Donc c'est une aventure fantastique, avec une problématique qui est plutôt une problématique sympathique en ce moment, c'est de réussir à servir les besoins du marché. L'électrification dans le monde, c'est quelque chose qui s'accélère de plus en plus et toutes les crises successives ramènent toujours vers plus d'électrification, hein, plus de bornes de recharge de véhicules électriques, plus de pompes à chaleur, plus de panneaux photovoltaïques. Tout ça ramène beaucoup de business vers la distribution de matériel électrique. Donc on a plutôt une problématique sympathique qui est d'accéder à toute l'offre pour servir nos clients qui sont en quête de produits, de solutions et de services. Et pour ma part, donc je dirige la direction marketing et commerciale de Sonepar en France. Merci. Alors Marc, pour Miracle. Donc nous, Miracle, on est une société un peu plus jeune que Raja et Sonepar. On a fêté notre 11e anniversaire récemment. On a été donc fondé en 2012 par Adrien Nussenbaum et Philippe Corot
qui, pour la petite histoire, avait créé la marketplace avait créé une marketplace de jeux vidéo dans les années 2000, qui avait été rachetée par la Fnac, qui avait en fait utilisé cette technologie pour créer sa propre marketplace. Ils ont opéré la marketplace de la Fnac pendant quelques années. Et en faisant ça, ils ont eu l'intuition que les marketplaces allaient fondamentalement changer la manière de faire du e-commerce. Donc, ils ont décidé de quitter la Fnac pour fonder Miracle et finalement offrir la même technologie à toutes les entreprises. Et donc, si on regarde 11 ans après, aujourd'hui, on est 750 personnes. On équipe un peu plus de 300 marketplaces, 300, 350, je pense maintenant. On a une quinzaine de bureaux dans le monde. Donc, l'histoire de Miracle a démarré à l'origine dans le B2C. Mais nos premières marketplaces B2B a démarré, c'était en 2014. Et aujourd'hui, le B2B croît fortement dans le monde en général et chez Miracle en particulier. Et donc, on a des marketplaces B2B à la fois pour des grossistes, des distributeurs, des fabricants, des marques, des centrales d'achat, et à la fois en Australie, aux États-Unis, en Thaïlande ou en France, bien entendu. Merci. Alors, ce qui est intéressant aussi, en ayant Raja et Sonepar, évidemment un œil externe qui voit aussi ce qui s'est passé en B2C et en B2B, c'est que vous êtes... Alors, je sais que Nathalie m'a dit, j'aime pas le mot de négoce, voire même, vous avez dit, je suis pas sûre que je conçois des négociants. Donc, bon, j'étais un peu surprise. Oui, j'ai vu que vous étiez surprise. Mais parce ça. que, en fait, vous dites, bah, je fais pas le même métier que Sonepar, et c'est intéressant justement d'avoir vos lectures à tous les deux. Dans votre, alors vous l'avez dit aussi, vous n'êtes pas un perdreau de l'année dans le métier. Donc, quand vous voyez toute l'accélération digitale qui a eu lieu chez Raja, qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement sur vraiment les jalons qui ont été importants et sur les clés de la performance finalement sur l'accélération digitale chez Raja? Et je poserai la même question à Sonepar. Ouais, alors je pense qu'au départ, comme je disais tout de suite, c'est comme on était issu de la vente par catalogue, naturellement, la vente à distance via le digital s'est inscrite très naturellement et pour nos clients et pour nos équipes. On n'avait pas de conflit en fait entre les commerciaux et le digital, puisque en fait le digital, comme les millions de catalogues qu'on a distribués dans toute l'Europe, sont des leviers en fait pour les commerciaux. Et donc ça, cette première étape en 2000, elle s'est faite facilement. Je dirais après, comme nous tous, il faut choisir les bons outils. Et dans l'accélération digitale, en fait, je dirais que les trois éléments essentiels et importants, c'est quelle organisation on met en place, quelles compétences, avec quels outils. Et ça, avec toujours en permanence notre fil conducteur et ce que toute l'entreprise regarde, et les 4500 personnes du groupe regardent, c'est toujours en fait pour quel besoin client, pour quelle satisfaction client et quel niveau de service. En fait, c'est vraiment ça qui drive toutes les équipes et qui drive forcément le digital. Et alors le digital, si on veut donner quelques chiffres, c'est quelle part de vos alors ventes, sur nos 1,8 milliard, 1,7 milliard, ça représente à peu près 50%. Ça dépend effectivement des entreprises. La fourniture de bureau, c'est 80% de la transaction qui se fait... 80% en fourniture de bureau. Oui, en fourniture de bureau, c'est 80%. Sur l'emballage des entreprises comme Raja assez mature, c'est 50%. Et puis sur des modèles plus traditionnels, c'est que 10%. Donc en fait, on est sur une moyenne d'à peu près 800 millions d'euros en fait, sur le digital aujourd'hui. Et les autres modes de vente ? En fait, ce n'est pas les autres modes, c'est-à-dire qu'on a par exemple une société Sampac qui fait de la distribution d'emballage issu du modèle classique de la vente terrain. Et effectivement, sur la vente terrain, la clientèle en fait n'est pas en fait aussi appétente au digital que le sont nos clients d'une manière générale. Donc des forces de vente mobiles, voilà, des forces de vente au téléphone. On se qualifie multi-channel compagnie parce qu'effectivement, on a toujours un centre de relations clientèle. Ça, c'est toujours la base quand on ouvre un pays, quand on ouvre une activité. Il y a toujours des gens au téléphone dans le pays. On y tient vraiment beaucoup.
pour avoir cette proximité, avec des forces de vente terrain plus ou moins développées en fonction des produits aussi et des gammes de produits. Et puis avec effectivement toujours le print qui voilà, chez nous reste en fait à la fois un vecteur d'image. Hein, c'était un vecteur de vente, c'est devenu davantage un vecteur d'image aujourd'hui à travers notre catalogue général papier. Et le digital, lui, qui permet d'offrir et de présenter une offre complète, totale, qu'on ne met plus forcément dans tous les catalogues papier, sinon on aurait des annuaires importants. Voilà, et donc en fait, oui, cette multicanalité permet d'être très complémentaire et d'avoir une vocation dédiée à chaque canal. D'accord, donc ça c'est sur plus la stratégie des canaux pour les clients, en fonction des activités, en fonction des pays, en fonction des clients. Oui, mais je veux dire que je dirais 90% des entreprises du groupe, et celles qu'on a d'ailleurs rachetées récemment, correspondent à ce business model online d'une manière générale. Et au niveau des outils, des technos, puisque vous êtes aussi responsable de ça, Ouais. qu'est-ce que vous avez vu comme dernière évolutions qui vous font dire là on a pris les bonnes décisions ou pas peut-être? Alors je dirais qu'il y a 2 éléments fondateurs en fait. C'est déjà d'avoir eu un principe, d'avoir eu une plateforme commune à toutes les entités du groupe où qu'elles se situent. Parce qu'effectivement, il fut un temps où chacun avait son site et c'était très compliqué. Il fallait déployer une fonctionnalité pour l'un, la même pour l'autre. Aujourd'hui, en fait, quand on développe et quand on fait un choix de fonctionnalité qui est toujours partagé, en fait, parce qu'on est très dans la fédération et dans la priorisation des choses. Pour les prioriser, il faut fédérer. Et donc, on sollicite toujours, en fait, les marketeurs ou les web marketeurs du groupe. Et en fait, la roadmap, elle se fixe avec l'adhésion en fait de l'ensemble. Et c'est comme ça que se fait la priorisation. Et à partir du moment où on a priorisé, et maintenant, contrairement à même ce qu'on faisait il y a 2 ans, on était sur des roadmaps d'1 an et on savait en fait sur 1 an ce qu'on allait faire. En fait, il ne se passait jamais ça. Et donc maintenant, on se laisse la souplesse. On se fait des roadmaps tous les 3 mois. Et des priorités tous les 3 mois, ce qui permet effectivement tous les 3 mois d'ajuster éventuellement la roadmap dans le temps. Ok, intéressant sur la roadmap à 3 mois. Olivier, pour les clés de la performance, tu nous donneras peut-être quelques chiffres aussi pour faire le pendant avec ce qui se passe chez Raja, sachant que vous n'étiez pas un VPCiste. Et donc quelques chiffres et comment tu analyses l'accélération digitale et les succès ou pas de Sonepar? Si on démarre par les chiffres, alors on a des situations, des maturités un peu différentes en fonction des pays. Ça va de quelques pourcents jusqu'à 80% sur des pays comme la Suisse, c'est 50% en Allemagne. En France, c'est un petit peu plus d'un quart de notre activité qui passe par une prise de commande digitale. Si je reste concentré sur la France, peut-être avant de vous donner les clés du succès, je vais simplement vous livrer une petite anecdote. Je me promène en agence la semaine dernière, comme souvent, parce que c'est quand même là qu'on se ressource, qu'on y puise beaucoup de matière. Et puis, je croise dans l'agence un client artisan, un fidèle client qui vient quasiment tous les jours à l'agence. Et puis, évidemment, je l'entreprends sur le digital. Il se trouve que cette année, en France, pour la première fois, le poids du digital a dépassé le poids de ce qu'on peut appeler le comptoir. Et puis, le client me dit non, moi le digital, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui compte, c'est la relation. Si j'apprécie Sonepar, mon patron d'agence, mon commercial, c'est parce que je sais qu'il y a une fidélité, etc., etc. Bon, ok, très bien. C'est son choix. Et puis, chacun va qu'à ses occupations. Et puis, quand même, je repasse devant ce client quelques minutes plus tard et je vois avec son téléphone qu'il scanne les étiquettes produits. Il se trouve que sur notre appli mobile, on a une fonction scan. Donc ça m'interroge, je me permets de revenir vers lui, cher client, puis-je te demander pourquoi tu scannes? Ah oui, si, mais en fait je me sers de l'appli Sonepar, je fais mon panier, et puis après, ah oui, donc en fait tu te sers du digital. Oui, mais je voulais pas le dire, parce qu'en plus si je le dis, je suis sûr que vous allez fermer des agences, vous allez fermer des postes, et c'est pas mon intérêt, etc., etc. Bon. Tout ça, ça nous dit quoi? Bon, ça veut dire que déjà il y a des clients qui font du digital sans le savoir. Ça veut dire aussi qu'il y a une certaine idée à tuer qui consiste à dire que le digital remplace l'humain. Et évidemment, non. Plus on met de digital, plus il faut mettre d'humain.
pour expliquer, pour venir en renfort, pour dédier des équipes sur la vraie valeur ajoutée. Et ça veut dire que la première clé de la réussite, c'est cette transformation qui ne s'arrête jamais, plus pour un distributeur traditionnel comme nous, qui consiste à expliquer, à faire preuve de pédagogie d'abord en interne, mais aussi auprès de nos clients, leur expliquer pourquoi le digital est bénéfique pour tout le monde. La deuxième clé, je dirais que j'aimerais faire un parallèle entre une expérience B2B et une expérience B2C. Aujourd'hui, nous sommes tous des particuliers, à nos heures perdues. On a tous l'habitude de certains standards. Et donc, on a commencé à travailler chez Sonepar, en France et plus largement, sur 5 moments clés du parcours client. Je vais vous les citer. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais l'onboarding, c'est comment on fait monter à bord le client. Historiquement, c'est quelque chose de douloureux chez nous. Il faut réunir un peu de paperasse, il faut passer par un credit manager qui va prendre son temps pour valider ou pas valider l'ouverture du compte, etc. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, c'est juste plus possible. Donc, on a travaillé digitalement à ce que cette expérience soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Deuxième élément. Donc, aujourd'hui, je peux créer un compte sur sonepar.fr. En tant que société, bien évidemment. Et ça se fait. Ça ne mettra pas 15 jours. Parfait. Tu nous diras. La deuxième moment clé, c'est qu'on vit tous en tant que particulier aussi, c'est l'information sur le délai par rapport à un produit, par rapport à un panier de commandes. Historiquement, le client appelle son commercial, cher Jean-Pierre, quand est-ce que j'ai mon produit? Ah, attends, il faut que j'appelle le fournisseur, on ne l'a pas, etc., etc. Le digital nous permet d'afficher cette donnée nativement sur nos écrans et permet là aussi une transparence et une fluidité beaucoup plus forte. Après, c'est le tracking. On a tous envie de savoir où on est notre commande. On ne savait pas le faire jusqu'à présent et aujourd'hui, grâce à nos outils digitaux, on affiche. Et donc il y avait plein de coups de fil, je me souviens quand j'étais en agence Sonepar aussi, des coups de fil, voire même à l'époque des fax, où on disait c'est où, ça arrive quand Il y en a toujours, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Puisqu'aujourd'hui, ces informations sont disponibles. Ça nous permet également... Suivi de commandes et donc suivi des livraisons. Exactement. Donc ça, c'est le troisième ingrédient clé. Et après, il y a deux éléments qui sont souvent un peu ingrats à traiter. C'est la gestion de la réclamation et la gestion du retour. Donc historiquement, des choses peu processées. Donc c'est le client qui vient en agence, qui ramène ses produits. Là, on se retrouve avec des produits, on ne sait pas trop quoi en faire. Là aussi, sur notre plateforme digitale, on a construit des process, tout simplement, pour fluidifier ces moments un peu douloureux de la vie du client avec nous. Voilà. Donc ça, c'est quelques éléments clés qui permettent d'avoir un parcours beaucoup plus fluide. Et le dernier élément clé, il y en a d'autres, mais le dernier élément majeur, ça a vraiment été d'avoir un alignement total entre nos outils numériques et notre supply chain. Parce qu'avant, si tu promets, Cécile, plein de choses sur ton site, mais que tu ne sais pas les respecter logistiquement parlant, tu vas décevoir ton client. Alors, on en a beaucoup parlé dans les tables rondes ce matin, en disant on ne peut pas faire du e-commerce si on n'a pas une logistique qui tient bien la route et qui s'interface bien pour en effet honorer la promesse. Marc, sur la compréhension que vous avez de l'extérieur en tant qu'acteur un peu à côté, accompagnant les retailers, quelles sont les évolutions que vous avez vues dans le B2B de ces sujets et quand on est surtout une marketplace? Alors, donc quand on parle du digital, la question des plateformes, que ça puisse être des marketplaces ou du dropship, se pose. Donc déjà, si on regarde les chiffres au global dans le monde, les marketplaces aujourd'hui, c'est à peu près 7% du commerce B2B digital. Et ça croît plus vite que l'ensemble. Donc c'est amené à représenter 15-20% dans les années à venir. Maintenant, au-delà des chiffres, la question c'est pourquoi est-ce que ça se développe? Et finalement, moi, dans mes interactions avec des distributeurs ou des marques, je vois que beaucoup d'entreprises ont des injonctions contradictoires où d'un côté, elles sont amenées à essayer d'accroître l'offre. Et ça peut venir de plein de raisons. Ça peut venir de la réglementation dans notre secteur. Ça peut venir des clients qui demandent plus d'offres. Ça peut venir des concurrents qui poussent à réagir, qui peut être mieux disant sur certaines catégories. Ça peut venir des ruptures en ce moment. On peut être amené à référencer un nouveau fournisseur pour pallier aux ruptures de stock d'un fournisseur historique. Donc plus d'offres d'un côté. Et de l'autre injonction, c'est moins de stock. Moins de stock parce que
il n'y a plus de place dans l'entrepôt parce qu'on doit gérer son BFR. Et finalement, les modèles de plateforme et de marketplace, c'est des modèles qui sont finalement hyper agiles et qui permettent de répondre de manière très agile et accrétive à de l'extension de l'offre en prenant moins de risques. D'accord ? Maintenant, moi, plus que de marketplace, qui peut être un terme qui parfois génère beaucoup de passion dans le B2B, moi, je préfère utiliser le terme de one-stop shop, ou de tout sous le même toit, qui finalement est un concept vieux comme le monde. Hein, le souk de Marrakech, c'est un one-stop shop. La galerie marchande de Saint-Jean-d'Angély, au Leclerc de Saint-Jean-d'Angély, c'est un one-stop shop. Donc finalement, les marketplaces dans le digital, c'est pareil, c'est une transposition d'un concept qui existe depuis toujours dans le monde digital. Et aujourd'hui, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'il y a une espèce de course à celui qui va être le one-stop shop de son industrie. Donc le one-stop shop du dentiste, du restaurant. Je sais pas, on a par exemple... Là, il y a quelques mois, on a lancé une marketplace avec Coca-Cola en Italie pour à destination des hôtels, restaurants et cafés. D'accord ? La marketplace de l'entreprise qui réalise la maintenance de flottes d'hélicoptères. Nous, on a ça avec Airbus, par exemple. Ou de l'électricien, de l'artisan, etc., etc. Et finalement, on voit qu'il y a plein d'acteurs, soit des pure players digitaux, soit des distributeurs, des grossistes, des marques qui finalement, en fonction de leur positionnement, essayent d'adopter la technologie pour aller offrir cette promesse de one-stop shop à leurs clients. Merci. Si j'interroge Olivier et Nathalie plus spécifiquement sur le rôle du digital dans les stratégies clients, alors, dans le fond, je ne suis pas sûre que vous différez beaucoup, mais vous ne l'exprimez pas de la même façon. Olivier, toi, tu dis le digital, c'est un peu avec ton exemple de l'électricien, c'est un maillon de la façon d'apporter un service, un produit à nos clients. Ce n'est pas le cœur du sujet. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le rôle ? Alors, est-ce qu'on peut même parler d'un rôle du digital ou, comme on le disait à la table ronde précédente, on met à disposition des canaux, des façons de faire, des façons de se renseigner, des façons de chercher des produits, des façons de demander du conseil, des façons de, peut-être même, tu peux en parler, de chercher des leads. Vous offrez une palette et puis le client dispose. Est-ce qu'il y a encore un rôle du digital ou est-ce que finalement ça n'existe même plus, cette question ? Si, sans hésiter, oui. Oui. Le but, c'est encore une fois, historiquement, nos commerciaux, qui sont généralement, mais c'est vrai, de la plupart des négoces, pardonne-moi, c'est un peu des hommes orchestres, c'est-à-dire c'est des gens qui sont très polyvalents, qui savent vendre, qui savent conseiller, etc. Tout ça est très sympathique. Ça manque parfois un petit peu d'efficacité. Et le numérique, le digital, ça va venir combler justement sur une multitude de sujets. Tout en fait est une question de parcours client. On a beaucoup parlé tout à l'heure du parcours client, mais uniquement dans sa vision transactionnelle. Beaucoup d'entreprises, pas forcément dans notre secteur, mais ont pour habitude de réduire le parcours client et de le faire commencer au moment où le client s'intéresse à un produit et de le terminer quand le client est livré. Ok, c'est une partie du parcours, elle est évidemment hyper importante. On a des milliers de transactions au quotidien, etc. Et il faut soigner ce point. Je pense que quand on est dans le commerce B2B, l'aventure du client avec son partenaire, son distributeur, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup plus longue également que des expériences très, très réduites, plutôt dans le domaine du B2C. Et donc ce parcours client, ce que je vous dis n'est pas démagogique, il faut vraiment le démarrer quand le client crée son entreprise ou qu'il reprend une entreprise et le faire terminer quand le client part à la retraite ou cède son entreprise. Et au-delà de la transaction, le client il va avoir besoin de trouver des collaborateurs, de trouver des projets, du business, il va avoir besoin de crédit, il va avoir besoin de se former, j'en passe, c'est des meilleurs. Et là, le numérique, il peut également prendre sa part. Typiquement, il existe aujourd'hui des solutions d'intermédiation qui nous permettent, à nous distributeurs, nous on est par nature un intermédiaire,
de mettre en relation un client avec un accès à plusieurs business. On peut avoir sur une multitude de services le renfort du numérique qui va, non pas pallier, mais se substituer à ce qu'un être humain saurait faire de façon laborieuse, avec beaucoup de temps passé, etc. On peut prendre, aujourd'hui, il y a un exemple qui nous concerne, qui est la collecte de ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Il se trouve que nos gouvernants n'ont pas forcément imaginé un process très simple, pour le dire de façon pudique. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Une plateforme numérique peut vous aider à collecter des documents, à transmettre de façon plus fluide également des éléments. Donc le numérique, il est vraiment là pour combler ce que l'humain saurait faire de façon un peu laborieuse et sans grande efficacité. Et je reviens sur les propos de tout à l'heure, ce qui laisse la part belle au commercial, au patron d'agence, qui restera, je pense, incontournable dans ce métier, sur l'accompagnement, sur l'apport de business, sur la formation, sur du conseil, sur l'aide à compléter un panier, etc., etc. Et avant de passer à Nathalie, sur les différents types de clients que vous avez, parce que quand on dit stratégie client avec un S, c'est bien que ce n'est pas uniforme. Est-ce que vous identifiez ou est-ce que vous avez attribué chez Sonepar des rôles différents suivant grand compte, diffus, ou même à l'intérieur du diffus vous avez segmenté, ou c'est pas le sujet? Évidemment, on segmente. Alors, je ne vais pas vous faire la grande segmentation ici, c'est pas le lieu. Mais globalement, c'est la segmentation la plus basique, et c'est la suivante. C'est que vous avez des clients peu structurés, qui ont besoin de ce contact quand même très régulier à l'agence, qui ont besoin, même s'ils passent leur commande en digital, de passer tous les matins à 7h ou à 7h15 quand l'agence ouvre, parce que c'est finalement le seul moyen d'avoir l'assurance de trouver le colis ou la palette au bon moment, au bon endroit. Et vous avez des clients plus structurés, en général de plus grande taille évidemment, des installateurs ou aussi bien des end-users, qui s'interdisent de, entre guillemets, perdre du temps ou de faire perdre du temps à leurs coéquipiers en passant l'agence, et qui ont besoin de livraisons excessivement fiables, très régulières, et qui ont besoin sur des projets d'envergure d'une expertise de haut niveau. Donc on développe évidemment plusieurs types de propositions de valeur adaptées à chaque typologie de client. Nathalie, vous dites le digital, c'est au cœur des stratégies clients. Oui, je dis, et puis tu as raison, c'est effectivement pas aussi simple que ça. Et effectivement, je dirais que le digital, en fait, il a plus ou moins d'importance dans la relation client en fonction effectivement de la typologie du client. Et effectivement, on adapte forcément l'investissement commercial au sens large en fonction de cette segmentation client, pour schématiser petit, moyen et gros. Néanmoins, la relation client direct, on le sait très bien, c'est le meilleur vecteur de fidélisation. Quand on a une relation directe, on fidélise mieux que via le digital. Ça, c'est une évidence. Nous, on fidélise mieux des clients qui ont eu un SAV, parce qu'en fait, on a apporté un service de valeur malgré le SAV, qu'un client qui passe direct sur le digital et qui ne nous parle jamais. Donc ça, c'est un fait. Après... Est-ce que, j'y pense à l'instant, mais est-ce que vous essayez de parler au client sans passer par la case SAV quand il a... Parce que bon, la case SAV, c'est jamais bien... Oui et non, c'est-à-dire que aussi aujourd'hui, on est embarqué, mais on n'en parlait pas plus tard qu'hier en comité de direction. Effectivement, aujourd'hui, le taux d'intégration de la transaction de notre commande, on a un taux de 75%. Donc ça veut dire que, on va dire sur 60% de nos commandes, 75% s'intègrent automatiquement. Ce qui fait qu'en fait, voilà, il y a... Vous les voyez même pas. Voilà, on les voit pas. Et effectivement, du coup, bah, c'est bien parce que ça permet de réduire en fait le nombre de commerciaux qui sont au téléphone à attendre. Sauf qu'effectivement, il y a de moins en moins cette relation directe. Donc, il faut être de plus en plus performant sur le digital pour aussi apporter plus en plus de valeur en fait aux clients. Et effectivement, les très gros clients, les enjeux, ça va être sur les solutions d'e-procurement ou d'e-business pour être effectivement sur voilà, des besoins très forts de catalogues produits dédiés avec des prix spéciaux, des prix dédiés.
Et puis aussi, ce qu'on a développé en fait pour tous, c'est ce qu'on appelle nous le self-service. Tous nos clients, quels qu'ils soient, et ça en fait, c'est ce qu'on va continuer à développer de façon vraiment de plus en plus forte, c'est ce qu'on appelle la gestion de compte client. Et dans le compte client, il faut que le client en fait, il trouve en fait toutes les informations dont il a besoin. Tout son historique de facture, CBL, son historique d'achat, sa consommation par acheteur. En fait, tout ce qui va lui apporter de la valeur, avec lequel il n'a pas forcément besoin d'un contact commercial. Et en fait, le digital est complémentaire à la relation directe. Et puis, c'est ce que je rebondis sur ce que disait Marc tout de suite, c'est la capacité à faire ce one-stop shop, effectivement, à pouvoir mettre à disposition d'un client tous les besoins dont il a dans son entreprise et qui correspondent à notre verticale de marché. Donc vous avez fait le choix pour le moment d'être en one-stop shop sur vos métiers. Alors on est en cours, hein, c'est Ouais. notre projet dit Raja Market, dont on a parlé aussi avec Marc plusieurs fois. L'idée étant, comme nous, la qualité de service, et ce qu'on met effectivement là, c'est de dire, nous, en fait, notre Raja Market, qui va mettre à disposition une vaste gamme de produits, ça doit être fait par un seul fournisseur sur chaque gamme de produits. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de vendors ou de plusieurs fournisseurs qui distribueraient plusieurs types de cartons ou plusieurs bics. C'est un fournisseur avec qui il y a des engagements de qualité, parce que ça correspond à notre standard de qualité de service. Ok. Sur les enjeux à venir, là je vais me tourner vers Marc, dans les stratégies clients, ce que vous observez de votre point un peu de tour de contrôle, je sais pas, à côté, sur le dessus, je sais pas, sur les plateformes, c'est quoi les enjeux à venir pour le négoce de votre point de vue? Donc bon, moi je vais continuer de vous parler de plateforme et de marketplace, mais si on parle des enjeux autour de ça, je vais rebondir sur certains points qu'ont fait Nathalie et Olivier. Mais déjà, pour moi, il y a un premier enjeu, si vous décidez de vous lancer dans l'aventure des plateformes, c'est l'enjeu du client. Qui est le client et quel est le besoin client que vous essayez de satisfaire, ou quelle est l'insatisfaction client à laquelle vous essayez de pallier. Donc, est-ce que vous cherchez à offrir plus de choix parce que vos clients vous le demandent? Est-ce que vous cherchez à réduire les ruptures et à en fait, créer du stock virtuel? Qui sont vos clients? Est-ce que vous cherchez à faire de la conquête? Est-ce que vous servez à mieux servir vos petits clients ou au contraire vos gros clients? Donc ça, c'est évident, mais en fait, c'est vrai que moi j'ai vu par le passé des clients de Miracle qui décidaient de se lancer sur des marketplaces comme je dirais un projet un peu pilote. Bon, en fait, si ça part pas du client, ça marche pas. Pour moi, ensuite, la deuxième chose, c'est la pertinence de l'offre. On voit bien que quand on commence à vouloir écrire cette notion de one-stop shop, on va toujours essayer de trouver l'équilibre entre, bon, si d'un côté, on rajoute tout à coup 100 millions d'offres sur une marketplace, ça va avoir aucun sens et ça ne marchera pas, on va perdre le client. A contrario, si on ajoute 2 vendeurs avec 100 offres chacun, ça ne marchera pas non plus. Donc il faut trouver quelle est l'offre qui est pertinente par rapport à son ADN. Ensuite, pour moi, on a beaucoup tourné aussi autour du rôle de l'agence, du lien entre le physique et le digital. Que ce soit finalement des marketplaces ou du e-commerce, si vous le faites, si les commerciaux ou les canaux physiques existants le voient comme le début de l'automatisation de leur travail, ça ne va pas marcher. Donc il faut donner du sens, il faut réfléchir à comment former les gens, potentiellement les incentiver. Et puis ensuite, Nathalie, tu en parlais très bien, Olivier aussi, dans le B2B, évidemment, il y a des points de contact qui sont absolument fondamentaux. Tu parlais de l'historique des factures, tu parlais des bons de livraison, on parlait de la livraison en tant que telle. Bon, bah ça, nous, quand on lance une marketplace, on se pose la question de la manière d'articuler ça.
il y a encore aujourd'hui, il y a des, enfin, c'est pareil, à chaque fois, il faut trouver un bon point d'équilibre. Donc, sur la facturation, on se pose la question de qui doit facturer, à quelle fréquence on va envoyer la facture. Est-ce que c'est l'opérateur qui facture? Est-ce que c'est le vendeur qui facture? On se pose la question sur les moyens de paiement aussi. Est-ce qu'on va utiliser la même ligne de crédit? Est-ce qu'on va créer une ligne de crédit spécifique pour la marketplace? Les retours, qui gère les retours? Est-ce que c'est l'opérateur? Est-ce qu'on le délègue au vendeur? Et en fait, il n'y a jamais de bonne réponse. Finalement, il y a toujours un équilibre à trouver entre la scalabilité, vous savez, pour l'anglicisme, ou la capacité à croître à l'échelle, et l'efficacité opérationnelle et l'expérience client. Donc nous, en tout cas, on aide nos clients sur chacune de ces décisions à trouver la bonne réponse qui est adaptée à l'ADN de l'entreprise et qui dépend aussi de l'écosystème, de la technologie et de ce que la technologie permet. Nathalie, sur les enjeux à venir des stratégies clients, toi, tu as envie de parler plutôt, il y a déjà plein de choses et tu en as un petit peu parlé, de la fidélisation via le digital. Alors, tu disais, j'imagine que le self-service, c'est une façon de fidéliser. Comment la fidélisation via le digital est envisagée chez Raja? Alors, en fait, je positionne effectivement la fidélisation avant tout parce que on a été, via notre business model initial, très dans l'acquisition client. Et on dépense beaucoup d'argent en fait pour faire de l'acquisition. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, le digital doit nous permettre d'augmenter la valeur client. Et quand je dis augmenter la valeur client, en fait, c'est de se dire effectivement, via une extension d'offres et de catalogues, c'est davantage de capitaliser effectivement sur un client qui est déjà appétant à la marque, au service, pour pouvoir effectivement lui proposer davantage. Et donc, c'est d'investir davantage sur les services aux clients plutôt que dépenser beaucoup d'argent à l'acquisition et entre autres d'en donner beaucoup à Google. Ouais, et est-ce que dans cette orientation-là, vous arrivez à personnaliser les offres? Ça passe par quoi finalement la fidélisation? C'est quoi les leviers? Ou c'est de l'excellence opérationnelle? C'est de la fluidité? C'est plutôt de la perso? C'est quoi? Un mélange de tout ça? C'est beaucoup tout ça, hein, ce qui rend à la fois passionnant et complexe nos métiers. Et effectivement, on n'a pas encore prononcé le mot ici, c'est la fameuse data et comment effectivement on utilise. Alors on l'a beaucoup prononcé sur les tables rondes d'avant, mais pas celle-ci, mais voilà. Allons-y. Donc effectivement, il y a des enjeux de data, mais avant les enjeux de data, nous ce qu'on fait, c'est qu'on écoute beaucoup nos clients. On écoute beaucoup nos clients et on analyse beaucoup ce qu'ils font. Comment ils se comportent et ce qu'ils nous disent même avant de faire quoi que ce soit. On fait beaucoup d'A/B testing, on fait des focus group clients. Donc, je dirais en amont, en fait, c'est vraiment de déterminer c'est quoi l'attente. C'est une évidence, sauf que effectivement, pour nous, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui lead effectivement tout ce qu'on fait. Et après, effectivement, c'est le comportement d'achat du client sur le site et tous les moyens en fait dont on a à notre disposition pour pouvoir personnaliser la proposition de produit, la recommandation de produit, voilà pour le capter. Olivier, toi, tu me disais qu'il y a un des enjeux, il y en a de nombreux, mais sur ce sujet-là, un des enjeux, c'est le recrutement. Via le digital et que ce n'est pas forcément encore un sujet complètement craqué, même si l'onboarding, j'ai compris que ça y est, c'est bien. Effectivement, la réponse va être un peu complémentaire à celle de Nathalie, parce qu'on n'a pas le même historique. Donc, nous, on est plutôt bon en fidélisation, mais on n'est plutôt pas très bon en acquisition. Alors, on travaille avec un circuit fermé d'électriciens. Par chance, il y en a plusieurs dizaines de milliers en France, et on a de quoi s'occuper. Mais on pense que le média digital, si je puis dire, est très certainement le meilleur moyen d'accéder à des sociétés qui ne nous connaissent pas, qui ont des besoins plus ou moins occasionnels en matériel électrique, qui ne sont pas forcément des sociétés d'installation, qui peuvent être des commerçants, des agriculteurs, des collectivités, etc., etc. Et on pense effectivement qu'avec un processus très fluide pour créer un compte et avoir accès à une offre produit, on peut devenir un acteur important pour aller chercher des sociétés qui ne nous connaissent pas. Alors, par rapport à ça,
Alors nous, on ne veut pas non plus donner beaucoup d'argent à Google. On va peut-être en donner un peu à des sociétés comme Miracle, parce que on pense effectivement que le sujet de la marketplace, c'est un bon sujet. Parce que ça vous aide quand un client, quand un prospect fait une recherche, sans savoir forcément où est-ce qu'il veut atterrir, ça vous aide à être bien positionné quand vous passez d'une offre de 1 500 000 articles à une offre à 10 millions, 15 millions, 20 millions, enfin il n'y a pas de limite. Et ça peut être un très très bon moyen d'aller faire de l'acquisition de façon naturelle. Donc c'est très certainement au-delà des enjeux de service dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, avant la transaction et après la transaction. Pour nous, distributeurs qui vient d'un mode de fonctionnement assez traditionnel, c'est très certainement acquérir par le digital. Merci. En conclusion, je voulais profiter de votre présence, Nathalie et Olivier, avec votre expérience, et puis on arrive à la fin aussi pour sortir un tout petit peu du sujet, mais y rester, en ayant votre vision, votre éclairage sur l'évolution du négoce tel que vous l'avez vu, ou l'évolution du commerce B2B, pour être dans la formulation que Nathalie préfère. Qu'est-ce que vous en retenez sur les dernières années et les années à venir? Qu'est-ce qui vous semble le plus notable, Nathalie, pour commencer peut-être? On a parlé de plein de choses digitales. Ce qui est le plus important, en fait, c'est les femmes et les hommes de l'entreprise. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, avec cette complexité qu'on évoque, et quand on doit fédérer des équipes à l'international, quand on doit s'entendre avec nos amis de l'IT, quand on doit écouter le commerce, quand on doit considérer les enjeux marketing, en fait, pour moi, ce qui reste le plus important, c'est justement arriver à orchestrer en fait cet ensemble d'humains pour avoir et arriver à notre but commun. Et ça, c'est le plus difficile en fait. Parce qu'il faut beaucoup expliquer. Il faut créer. Nous, on a des communautés en fait digitales, où on permet effectivement à nos collaborateurs de toute l'Europe de se réunir, de partager, de faire part de leur expérience, de leur présenter le projet. Et donc je crois que c'est ça le plus important, c'est la transversalité à tous les niveaux, de pouvoir l'expliquer, le communiquer, le valoriser et le partager. C'est ça le commerce. Olivier, toi, tu voulais aussi insister sur ce que tu as vu sur le global, le local chez Sonepar, et tu me disais aussi, on n'était pas forcément, alors c'est peut-être un peu étonnant, mais pas forcément une activité très gourmande en CAPEX, on était gourmand dans BFR, mais et ça c'est peut-être un peu aussi en train d'évoluer, les deux aspects, global, local, et puis les arbitrages de ressources. Ouais, notre industrie, elle est traditionnellement assez gourmande en OPEX. Il y a des besoins en BFR évidemment très, très importants. Ces évolutions, et on en a peu parlé tout à l'heure, mais toutes les solutions qu'on développe, si on veut qu'elles soient perfectionnées, elles coûtent cher. Elles coûtent cher et on n'a pas le réflexe dans notre industrie, et je parle des populations dirigeantes, d'avoir des ratios qui sont plutôt des ratios de pur industriel. Nous, on n'a pas de recherche et développement. Les CAPEX, ça se réduit souvent, même si c'est des investissements importants, à des plateformes logistiques et à la rénovation de nos agences. Mais peut-être que c'est le moment justement de voir le business model un petit peu autrement et de consacrer vraiment des moyens importants, des investissements très importants sur ces solutions digitales, parce que le retour sur investissement va être là, mais ça nécessite de penser autrement, de convaincre son actionnariat, qu'il soit familial ou pas d'ailleurs, de raisonner avec d'autres indicateurs et d'autres repères, et avec à la clé effectivement des gains de part de marché et un changement du business model assez intéressant pour tout l'écosystème. Très bien, merci. Est-ce que ça touche à sa fin pour cette table ronde? Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'on a à peu près respecté le timing. Ah oui. C'est très différent de faire une marketplace en B2C ou en B2B, ou fondamentalement c'est similaire? C'est assez différent. Il y a bien sûr des similitudes. Donc la notion
d'onboarding de vendeurs, de travail de l'offre, etc. Mais non, il y a beaucoup de spécificités au B2B. Les moyens de paiement vont être différents. Et donc, dans le B2B, vous le savez mieux que moi, mais il y a des acheteurs qui vont utiliser une CB, mais c'est tout de même pas la majorité. Donc, la question de l'utilisation de moyens traditionnels au B2B, les achats à crédit, à terme, c'est important. Donc nous, par exemple, on a noué des partenariats avec des fintechs comme Allianz Trade, comme Okodo, qui permettent d'octroyer des lignes de crédit dans un univers marketplace. La question de la facture, c'est une question fondamentale. Je sais pas vous, mais moi, mon ticket de caisse, quand je passe à la caisse en tant que consommateur, je le jette. Si on me demande si je le veux, je dis non. Évidemment, dans le B2B, les acheteurs, ils demandent une facture. Et donc, cette question de qui facture, est-ce que c'est l'opérateur, donc le client de Miracle, ou est-ce qu'on laisse le vendeur tiers facturer elle est absolument fondamentale. Nous, en l'occurrence, on a lancé un produit spécifique pour répondre à ça, qui s'appelle le One Creditor, donc qui permet à nouveau à l'opérateur de facturer pour le compte de ses vendeurs. Ensuite, il y a des spécificités qui vont avoir trait en fonction de la taille des clients. Si vous avez des clients d'une certaine taille, qui sont un peu structurés, ils vont généralement utiliser un logiciel de e-procurement pour acheter. Donc la question de l'interfaçage entre le monde de la marketplace et le monde du e-procurement se pose, avec toutes les questions de punch-out, etc. Et puis, de tarifs personnalisés, parce que quand tu achètes en direct chez Sonépar, j'ai mon tarif en tant que client, mais sur la marketplace, on peut personnaliser les tarifs? Donc, ouais, nous, on a, par exemple, cette année, on a lancé une fonctionnalité qui s'appelle Customer Specific Pricing, donc prix spécifique au client, donc qui permet aux vendeurs, finalement, de charger dans Miracle des prix par client. Voilà. Et puis, il y a ensuite, il y a plein de spécificités, mais une dernière qui est assez importante dans le B2B, c'est la connectivité des vendeurs. Vous allez avoir beaucoup de vendeurs qui sont historiquement connectés soit à leurs distributeurs ou à leurs clients finaux. En gros, le B2B n'a pas attendu le e-commerce pour se digitaliser. Le DI, ça fait longtemps que ça existe. Et donc, la question de la traduction de flux EDI en API se pose aussi. Comment est-ce qu'on va utiliser des formats produits spécifiques au B2B? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très spécifiques au B2B. On n'a pas la réponse à tout. On n'a pas de bouton magique sur chacune des questions que j'ai soulevées. Mais on a tout de même de plus en plus de réponses, soit via des partenaires, soit nous en direct. Et en tout cas, on y travaille. Merci.